Voilà. Alors, on va commencer. Oui. Madame Badoleskin, donc vous avez consacré plusieurs livres aux Juifs accueillis, hébergés à Saint-Martin-Vésubie dans les années noires, entre 1942 et 1943. Donc on peut vous dire quelque chose donc, sur les conditions d'accueil, sur l'attitude de la population du village et sur les Justes notamment. Absolument. Donc j'ai été très intéressée dès les premiers mots d'un berger qui me disait, quand je passais des Juifs, il y avait une telle anxiété, savoir que sont devenus de l'autre côté de la montagne ceux qui ont passé un été, l'été 43. Donc j'ai découvert que l'organisation de cette résidence forcée, qui en fait a été des vacances pour eux, le seul moment de paix. Depuis des années, certains étaient partis de Pologne, de Tchécoslovaquie, beaucoup d'Allemagne, Autriche, passés par la Belgique. Certains venaient du nord de la France aussi. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui étaient passées déjà par plusieurs camps de concentration français, en zone soi-disant libre, comme Mania Hartmeier, 5 ans avant d'arriver à Saint-Martin. Et donc, pour eux, ça a été une pause de paix. Ils ont commencé à arriver, d'après les témoignages que j'ai eus, mars-avril 43. Mais tout a été organisé en décembre. Déjà en décembre 42 avait lieu la location, puisque j'ai eu des témoins locaux, absolument, qui me l'ont garanti, la location de tous les logements disponibles, possibles, pour 1200 juifs. Juifs étrangers. Quand des Français voulaient venir à Saint-Martin-Vésubie, ils se faisaient faire des faux papiers étrangers, comme Charles Moret, qui est devenu Charles Wouters, belge, et qui était parisien de famille russe, juive russe, mais qui était parisien, mais qui voulait être à Saint-Martin pour la sécurité. Donc c'est le comité de débouchage. Alors, comité de débouchage organisé avec les Italiens, la complicité totale, pas complicité active des autorités italiennes et consulaires. Parce que je vous ai envoyé, j'ai écrit un article, heureusement j'ai pu avoir des documents inédits par la famille Calice sur le rôle du consul général d'Italie à Nice, Alberto Calice, arrivé en 1942, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était déjà ami avec Angelo Donati, qui lui, sur place depuis, je pense, 40-41, fin 40-41, dès qu'il a quitté Paris, s'occupait à Nice de ses coreligionnaires, de les aider, de les sauver, puisque déjà on arrêtait des étrangers pour les envoyer dans des camps français, les camps qui avaient déjà avaient déjà souffert les Ces militaires italiens ont un peu agi sur leur propre compte parce qu'ils ont des accords avec Mussolini. Oui, je pense. Pas spécialement philosémites. Il y a eu, non seulement j'ai des documents avec leur ministère, il y avait tout un jeu des Italiens, même du ministère qui disait une chose à Mussolini, puisque j'ai lu des documents fascinants, la manière à l'italienne de louvoyer. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est quand même Alberto Calice n'était pas à Nice sans intention de l'aider, puisque sa femme était une jeune fille arbibe, ce qui n'est pas tellement catholique, comme ce que j'ai découvert. Donc, Alberto Calice, la 4e armée, Angelo Donati, tout le monde a travaillé main dans la main. Et dans les 7 ou 8 départements qu'occupait à l'est du Rhône l'armée italienne, les Juifs ont été protégés d'une manière active, absolument active, qui correspondait aussi aux idées. Il faut se dire qu'en Italie, on était italien de religion juive. Et c'est ce que j'ai trouvé avec mes amis italiens. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la Vésubie, finalement. Moi, je m'appelle Baudot, du nom de mon mari, Baudot. Personne ne savait que j'avais un papa qui s'appelait Georges Laxine, même si on le rencontrait et qui était d'origine juive, khazare. Donc, les gens étaient sincères avec moi. On ne me parlait pas en se disant, tiens, son père est juif, je vais... Donc, les gens, et j'ai noté chez tous les bergers, tous les paysans que je rencontrais, que je mettais sur ce sujet
Et certains, il m'a fallu 20 ans pour savoir qu'ils avaient caché quelqu'un, parce qu'on n'en parlait pas. Il ne faut pas en parler. Ce que donne la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. Et il y avait une discrétion. Quelque chose sur une manière concrète, sur cette solidarité s'est organisée dans le village. Oui. C'était souvent de simples gens, n'est-ce pas? Donc alors on peut dire combien était-il finalement, c'est juste. Donc vous avez de répertorié, juste, j'ai répertorié, mais il y en a beaucoup plus qu'on imagine, parce que je continue à en trouver. C'est-à-dire vraiment quand Madame Vassallo, l'hôtel Stéphanie. Alors il faut se dire que l'été 43, parce qu'il y a une précision à donner, tous les loyers étaient payés et les Saint-Martinois ont été très contents de louer qui une chambre, qui un appartement, parce qu'ils étaient ruinés depuis le début de la guerre. Toute l'économie de ce village vivait sur le tourisme. Des riches Américains, des riches Anglais, c'était un village de villégiature. Et tout à coup, 39, 40, on ne vient plus. Il y a eu l'évacuation du village et il n'y a plus de tourisme et c'était la ruine du village. Et tout à coup, tout est loué pour des étrangers. Et qui va payer ces loyers? On a choisi à Nice, grande précision, on a choisi les plus démunis. Les rares que j'ai trouvés qui avaient de l'argent ont loué de leur propre chef, sont montés. J'en ai trouvé plusieurs familles qui avaient de l'argent, les Neumann, il y a les Kern, qui avaient de l'argent et qui, eux, ont payé leur hôtel ou leur appartement. Sinon, tous les loyers étaient payés par le Joint Distribution Committee américain. Ça arrivait par je ne sais quelle combine en cash. Il y avait des moyens de faire arriver l'argent. Bon, donc, les gens, à ce moment-là, n'étaient pas des héros en logeant des Juifs. Ils étaient payés et bien contents. Il n'y avait pas aussi un problème sur comment nourrir finalement autant de réfugiés, parce qu'il y avait dans l'ensemble 300 familles juives, je pense. Plus que ça. Non, c'était pas. Moi, je ne dis pas du tout. Résidence, probablement plus. Plus. C'était pas du tout, et on ne peut pas dire famille, parce qu'il y avait des familles, mais j'ai trouvé beaucoup de femmes seules, parce qu'on avait déjà arrêté leur mari. Beaucoup de femmes seules, des jeunes gens seuls qui s'étaient accrochés, disons, à une famille. Donc les documents ayant été détruits, disons, il y a eu 6 mois de paix, nourris, le Joint payait un repas par jour. Il y avait toute une organisation du comité juif dirigé par Avram Paperman. Un jeune résistant, David Blum, est arrivé. Il avait été recruté à Agde et il travaillait pour l'armée juive avec Jacques Ventrop, qui était très important à Nice, très important, et qui allait recruter pour l'armée juive. Petite armée juive, imaginez combien ils étaient de gamins merveilleux, des grands résistants. Voilà, très jeunes, des grands résistants. Le problème reste pour l'alimentation. Alors, l'alimentation... Ils n'avaient pas droit ils ne voulaient pas. Rationnement. Ils auraient eu droit si c'était déclaré à la mairie. Ah oui. Il n'y avait aucun problème, mais ils ne voulaient pas se déclarer. J'ai tous les documents de la mairie que m'a confié une ancienne secrétaire. Je les ai depuis très longtemps. Tous les documents de la mairie. Et les gens ne voulaient pas s'inscrire. On ils inscrivaient un bébé qui était né à Saint-Martin. On inscrivait un membre de la famille. Mais on avait tellement peur qu'on ne voulait pas être inscrit. Donc ceux qui ont été envoyés officiellement par le comité du bouchage et les Italiens, eux étaient inscrits, mais pas à la mairie. Les documents étaient dans la caserne des Alpines, étaient dans ce qui était l'hôtel Terminus, qui est devenu, et là, ils avaient le contrôle. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait en fait 500 totalement illégaux et que personne ne les embêtait, ni les gendarmes, ni les Italiens, ni les soldats italiens. Et la plupart des jeunes, disons, que j'ai retrouvés, n'étaient inscrits nulle part. Alors, ils se sont nourris en travaillant avec les paysans. J'ai le témoignage de Léa Reveni, qui est toujours vivante en Israël, qui a une jeunette, je ne sais pas, plus de 90 ans maintenant. On se téléphone, on communique. Eh bien, ils étaient 6 enfants, et tous les jours, sa maman, qui n'avait pas un sou, envoyait les plus jeunes avec un panier vide. Je sais exactement chez qui elle les envoyait, vers la Trinité, et les enfants redescendaient avec des carottes, des pommes de terre, de quoi faire la soupe. Ensuite, il faut dire que tous ces juifs étaient très actifs. Il y avait une organisation dirigée par David Blum, par Charles Moret Charlie,
qui faisait travailler les jeunes pour l'ORT, l'Organisation de reconstruction par le travail. Donc, ils avaient des jardins. Les gens leur laissaient des terrains qu'ils ont retrouvés avec moi, parce qu'on a tout identifié ensemble. Et là, ils faisaient pousser des pommes de terre. Mais tous les paysans que j'ai connus, soit les jeunes juifs allaient dans la montagne acheter des pommes de terre, soit travailler en échange de pommes de terre. En échange, tout était le troc, parce qu'on avait affaire à une population très pauvre et très appauvrie par la guerre. Et cette population, donc on les faisait travailler, on leur donnait des pommes de terre qu'ils allaient revendre aux plus riches. Donc dans tous les sens, il y avait des couturières magnifiques. Tout le monde était en admiration. On reconnaissait les Juifs à la qualité des vêtements. C'est les Juifs polonais. C'était les Polonais. C'était les Polonais. Et il y avait des magnifiques factures. Magnifiques. Et par exemple, Mania Hartmayer faisait des bijoux. Elle avait du petit fil d'argent. Elle faisait des bijoux que lui achetaient les coquettes du village. Et tout était trop, il n'y avait pas d'argent. Et il faut bien se dire que les mamans lavaient ensemble. Au lavoir, il y avait 3 lavoirs. Il y a eu une amitié. Quand je dis beaucoup à Saint-Martin ne parlaient pas français, ils parlaient le provençal des montagnes, le gavotte. Et dans la rue, ces gens qui parlaient en yiddish, on avait l'habitude des étrangers qui parlaient en anglais, et finalement... On parlait toutes les langues. On parlait toutes les langues. Y compris les yiddish. Yiddish, surtout yiddish. Absolument yiddish. Et d'ailleurs, j'ai adoré... Vous ne pouvez pas savoir parler allemand. Et tout le monde s'est entendu. Et j'ai des témoignages extraordinaires de... certains qui me disaient c'était une population nouvelle. Avant leur arrivée, on s'ennuyait un peu à Saint-Martin. Et tout à coup, ils avaient des idées. Les jeunes faisaient du sport, tout le monde était en short. Ce qui a choqué, j'ai des photos, ça a choqué. Mais non, moi, ça ne me choque pas. Il y avait aussi une école juive, n'est-ce pas? Une école juive. Alors, je dois dire, Talmud Torah, absolument. Un chalet avec 2 professeurs. Oui, c'est le chalet Les Pervenches qui n'existe plus. Mais quelle émotion, chalet Les Pervenches. J'ai la photo, je vous montrerai, j'ai une photo de l'époque. Et qui a été démoli parce qu'on a agrandi la route de Berthemont. Donc il y avait un rabbin qui Il y avait enseignait 2 rabbins qui enseignaient. Le rabbin Templer, qui était instituteur rabbin, et dont j'ai retrouvé la fille en Israël. J'ai pu filmer à Haïfa. Quand j'ai fait de nouveau une réunion en Israël avec les survivants, disons, de cet épisode, on a passé 8 jours en partant de Paris avec Paulette qui a été sauvée à Saint-Martin, donc plusieurs médailles de juste pour ses sauveurs, et on a retrouvé, là-bas en Israël, on a vu Moïse Constade, qui était lui qui a dirigé les scouts, qui a formé un mouvement de scouts, qui faisait marcher dans la montagne, parce que, quand j'ai dit, il y avait ceux qui sont devenus fous de joie d'être enfin libres, de pouvoir courir à la montagne sans être en danger permanent, qui arrivaient quand même à manger, même si c'était 3 pommes de terre. Mais enfin, Ziggy Hartmayer avait même du poulet, tellement il savait travailler avec les paysans. Et j'ai retrouvé toutes ces personnes, et je vous dis, j'ai retrouvé 72, j'ai pas pu filmer tout le monde parce que certaines dames coquettes n'ont pas voulu que je les filme et c'est bien dommage, mais d'autres ont complètement accepté. J'ai des témoignages fabuleux et qui me disent mais c'est une période, on rattrapait des années d'angoisse. Tout à coup on croyait que la guerre allait se terminer à Saint-Martin-Vésubie. Et selon l'Ecclésio, auteur de ce célèbre roman, Les Témoins qui raconte l'histoire de ce village de Saint-Martin, donc les réfugiés mais j'ai l'histoire vraie de l'Ecclésio. Ils se nourrissaient surtout de pain, de fromage. Non? Alors, je vais vous dire, en fait, l'Ecclésio avait 3 ans, et sa maman, dans mon premier livre, j'ai pensé qu'ils étaient réfugiés à Saint-Martin. Ils étaient assignés à résidence aussi, parce qu'ils étaient ressortissants de pays ennemis. Donc, ils étaient à Roquebillière. J'ai trouvé les gens chez qui ils logeaient et les gens qui leur apportaient de la nourriture. À Roquebillière, et Madame Leclésio enseignait l'anglais à des jeunes juifs à Saint-Martin-Vésubie, dont Moïse Constade, qui me l'a confirmé, puisqu'on communique tout le temps, et par mail, et par Facebook avec Moïse.
actuellement, qui a seulement 90 ans. Donc il prenait des leçons avec Madame Leclésio. Et ce qui m'a intéressée, Étoile errante, n'oubliez pas, est un roman. C'est-à-dire la maman, Madame Leclésio, a raconté à son fils un épisode que vous trouverez dans mes livres de A à Z, c'est-à-dire les amours folles de Madame Levin, dont le mari était parti en 40 en Amérique, à New York, en espérant pouvoir faire venir sa femme. Et puis finalement, elle n'a pas pu partir. Et c'était la famille Drizzo. Et Rima Levin, très intelligente, était professeure. Et elle est tombée amoureuse du bel officier italien. Ils avaient tous deux 27 ans. Et ces amours ont été connus dans tout le village. Et quand il y a eu l'exode, il l'a entraîné en Italie. Il s'appelait Federico Strobino. Et ça, c'est l'histoire vraie. Dans le village, il y avait aussi une synagogue. On célébrait. Il y avait une synagogue, mais avec office tous les jours. Il y avait tout. Il y avait tout. Alors, on a raconté qu'ensuite, tous les enfants nés à Saint-Martin s'appelaient Angelo pour remercier Angelo Donati. Je confirme que c'est totalement faux. J'ai tous les actes de naissance. Oui, mais aucun enfant né à Saint-Martin ne s'est appelé Angelo. Ça, c'est de l'imagination. Juste maintenant, voilà. Alors, coupure, césure historique extrêmement violente, le 8 septembre 1943, la capitulation de l'armée italienne, retraite des troupes italiennes et arrivée des Allemands. Alors, que s'est-il passé là voilà, le 3 septembre, exactement, il y a eu une signature secrète qui devait rester secrète 4 semaines entre le maréchal Badoglio et les Alliés. Or, Eisenhower, pour des raisons que j'ai vainement cherchées dans ses livres, mais je crois que je commence à comprendre qu'il n'avait pas confiance en Badoglio, mais a trahi sa parole, et au lieu d'attendre 4 semaines, alors que déjà à Nice, on avait rapatrié de toutes les zones italiennes, tous les Juifs ont eu 2 jours d'autorisation de transfert à Nice, et étaient tous à Nice le 8 septembre. Des milliers. Alors combien tous les chiffres diffèrent. 25 000, 30 000. Non, à Saint-Martin, non. On les a laissés parce qu'il y avait d'autres projets. Donc il y avait eu d'autres prévisions, c'est-à-dire les faire passer en Italie par le col de Fenestre. Ce qui avait été, ce que j'ai découvert, tout à fait calculé tout l'été. J'ai eu ce témoignage par David Bloom et Jacques Bloom que j'ai pu filmer à Palm Springs et ensuite à Los Angeles. À 2 reprises, et qui m'a dit, il a été chargé par son frère David de trouver une voie avec Ernest Appenzeller, qui était 17 ans et déjà un grand résistant de 17 ans et qui a eu un itinéraire incroyable. Trop long à raconter. Bon, donc, eux avaient déjà choisi les ce militaires italiens ont averti les habitants, les Juifs qui sont cachés à Saint-Martin. Oui, et qui n'étaient pas cachés à ce moment-là, qui étaient, même, enfin, ceux qui étaient au chalet Sainte-Anne étaient tous irréguliers. Il y avait une fabrique de faux papiers au chalet Sainte-Anne, confirmée, et ces faux papiers partaient à Nice. Il y avait environ à Nice, arrivé 250 fausses cartes d'identité par jour à peu près, que l'on fabriquait, faux tampons, je ne peux pas vous raconter, j'ai eu tous ceux qui fabriquaient des faux papiers, dont Jacques Bloom, dont Moïse Constade, et chacun sa spécialité pour ces faux papiers qui étaient transportés à Nice. C'était à Saint-Martin, au chalet Sainte-Anne, une fabrique de faux papiers. Ces faux papiers, on a fabriqué aussi à Nice, et il y avait, pour recevoir certains papiers, des complicités à la préfecture, et je veux rendre hommage à Hector Sando. Hector Sando, qui était chef de cabinet du préfet Ribière, le pire avant l'arrivée de Chéniaud, celui Ribière qui a organisé la rafle du 26 août 1942, et je confirme, puisque la famille m'a confié toutes les archives d'Hector Sando, c'est lui qui a alerté avec des réseaux dans la police, de résistants dans la police, qui a fait alerter les Juifs qui étaient fichés qu'ils allaient être arrêtés dans la nuit du 26 août 1942. Il y avait 1800 à 2000 devaient être arrêtés. Donc les Italiens ne collaboraient pas avec Ribière, non?
Absolument pas. Oui. Il s'oppose. Vous verrez, j'ai des panneaux, il s'opposait entièrement. Quand Ribière a donné des ordres de faire marquer juif ou etc., aussitôt les Italiens, trouvant le prétexte que c'était à eux à contrôler, et pas à Ribière, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens à Nice qui avaient fui les persécutions en Italie de 38. Persécutions anti-juives en 38, en Italie, et des professeurs, des élèves, des professions libérales sont venus se réfugier à Nice. Et donc, ces Italiens ont été protégés par leurs propres diplomates et leur propre armée. C'est vraiment extraordinaire. De même que je dois préciser que la première chose qu'a fait Spinoza quand il est arrivé chargé de régler la question juive dans la zone d'occupation italienne, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller au comité des Bouchards en disant « c'est Dieu qui m'envoie, je suis un des vôtres ». Effectivement, j'ai consulté mon ami Jean Carasso, je lui ai dit Spinoza, Lo Spinoza, ça me paraît un peu louche ce nom, et il m'a envoyé tout, effectivement, c'est un nom séfarade. Donc ses origines étaient séfarades, et il a roulé dans la farine les Allemands. J'arrive, je vais consulter, je reviens, et il les a roulés pour retarder. Et là, il y a eu l'organisation, donc, d'envoyer les gens. On a prétendu les envoyer dans un camp de concentration, et plusieurs. Il y a eu Megève, il y a eu d'autres lieux, et Saint-Martin-Vésubie. Oui, alors finalement, comment cet exode? Tu parles alors, l'exode. C'est très précis. Donc, un convoi s'est constitué de ce juif craignant l'arrivée des Allemands, c'est-à-dire de la Gestapo et des SS, menacés directement de déportation. Ils ont donc préféré quitter le village et ont commencé à faire cette longue marche. C'est ce qui était organisé déjà. Vers la vallée du Gesso, n'est-ce pas, en direction de l'Italie. Le 8 septembre. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Même dans la caserne des Italiens, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait qu'à la poste de Saint-Martin un téléphone. Aussitôt, la postière s'est précipitée, alertée le capitaine italien, le commandant italien, et qui est allé de maison en maison alerter les Juifs. Et ça, j'ai les témoignages. Il est venu nous alerter. J'ai les témoignages filmés. Il est allé route de Venançon, ses soldats, tous ont alerté tous les Juifs, et tout de suite le bruit est passé de l'un à l'autre. Certains n'ont pas pu le savoir, étaient dans des chalets isolés. Il y avait des gens qui étaient de l'autre côté de la rivière. Bon, peu à peu, le bruit est passé, ça a été le désespoir absolu. Mais il y avait l'organisation d'Avram Paperman, David Blum, qui a dit, voilà, demain, rendez-vous 4h du matin sur la place, avec minimum de bagages, ce que vous pouvez. D'où les gens ont arraché à leur lit les couvertures, les draps, parce qu'ensuite on a accusé les villageois d'avoir volé des draps, mais en fait c'est des draps qu'on a trouvés jetés dans la montagne, mais qui avaient été pris par les réfugiés qui en ont fait des ballots, parce que c'est lourd des valises. Et j'ai des photos, effectivement les gens ont des ballots en drap, ils ont emporté les couvertures de leur lit, et ils ont pris, les boulangeries n'avaient pas encore cuit le pain, imaginez avec quoi sont-ils partis? Rien du tout, presque rien, dans une panique. Le premier qui a quitté le soir même, il avait une épouse catholique et il a laissé sa femme et ses 2 enfants. C'est Richard S. qui est parti le 8, immédiatement, il a pris un pain, une couverture et il est parti au hasard. Et il est passé par le Boréon et vers le col de Cerise, je pense, par les crêtes du Mercantour. Et les autres, donc les Juifs avaient organisé... Pendant cette longue marche, surtout des personnes âgées, oui, très âgées, sont morts d'épuisement. Je confirme parce que j'ai eu des témoignages. Il y avait, ce que j'ai trouvé, par exemple Ruth Gottlieb, des gens ont eu des problèmes cardiaques. Des gens qui souffraient depuis des années et qui souffraient de problèmes cardiaques parce que du stress. Et j'ai pu filmer sur place à la Madone Ruth qui ensuite a guéri de ses problèmes. Mais c'était des années et on lui a enlevé sa famille. Elle a vu ses parents partir vers un train. Elle était à Gurs sans savoir, bon, on les emmène, bon, travail forcé, quoi, mais elle ne savait pas. Et elle, donc, des gamins, des gamines qui étaient tout seuls. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes cardiaques. Alors, je dois dire, quand on a fait une marche commémorative, un monsieur s'est trouvé mal, un monsieur de 80 ans, et il a eu 6 médecins aussitôt pour l'aider. À l'époque, il n'y avait pas tellement de médecins pour vous aider. Donc, j'ai eu les témoignages
donc de Monsieur Limpel, dont la maman a vu une dame, une pauvre maman, une jeune maman, tomber dans un ravin avec son bébé. Parce qu'actuellement, on fait en voiture les 13 premiers kilomètres jusqu'à la Madone de Fenestre. À l'époque, c'était à pied. Les gens n'avaient pas de chaussures, à part les jeunes qui étaient organisés, qui allaient dans la montagne, ce que m'a confirmé hier Moïse Constable, parce qu'eux étaient assez bien chaussés. Il y avait dans chaque ancienne écurie, il y avait un artisan, un Polonais qui savait faire des chaussures, il y avait ses ateliers, on apprenait à travailler le cuir. Personne n'a perdu son temps cet été-là. Les jeunes s'amusaient, mais en même temps, on les faisait travailler, jardiner, on les faisait coudre des sacs à dos. Donc, tous ceux qui faisaient du scoutisme avaient déjà des bonnes chaussures, des sacs à dos. Mais les autres, des chaussures en pneus, on se battait pour avoir une semelle en pneus. Mania est partie avec des chaussures tellement petites qu'elles ont éclaté en route. Elle a fini pieds nus, il a fallu l'hospitaliser de l'autre côté. Elle a fait ça pieds nus. Les gens souffraient et donc j'ai eu le témoignage. Donc quand arrivé à la Madone, c'est l'Ouraghi que j'ai pu rencontrer à Milan, qui est venu à Saint-Martin, et j'ai filmé son témoignage, qui était le commandant italien, lieutenant, en charge de la Madone de Fenestre, mais il était en charge aussi de Saint-Martin-Vésubie. Et il m'a écrit plusieurs attestations sur son action. Pendant l'été 43, des miliciens sont montés de Nice pour arrêter des Juifs à Saint-Martin, les ont regroupés sur la place. L'Ouraghi a été alerté immédiatement par un Saint-Martinois. Combien ont été arrêtés à peu près? Je ne sais pas. Non, ça a été l'été 43. Personnes à peu près. Hein. Personne ne peut le dire. Moi, je dis octobre 43. Beaucoup plus que ça. Pour moi, beaucoup plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens avaient des faux papiers. Déjà en arrivant à Saint-Martin. À Saint-Martin, le secrétaire de mairie, avec la complicité totale du délégué spécial à la mairie Blanchard, Marcel Clary, secrétaire à la mairie, faisait manger les morts en disant qu'il faisait des faux papiers. Toutes les personnes décédées, quelqu'un qui correspondait, on changeait la photo, il leur faisait des faux papiers. Toute la famille Dreyman a eu des faux papiers faits à la mairie pour la maman Fougère qui était décédée, et donc la grand-mère, et on a fait des papiers pour tout le monde. Je voudrais revenir sur cette longue marche. Alors, la longue marche. Fuite vers l'Italie. Oui. Alors, lorsque finalement plusieurs centaines il y avait plus de 1000, il y avait 1200 juifs à peu près à Saint-Martin-Vésubie. Oui. Alors, on dit que à peu près les 2/3 ont été sauvés, donc les autres, je pense, mais on dit aussi que lorsqu'ils sont ces réfugiés, ces pauvres réfugiés épuisés, complètement épuisés, sans chaussures, ils sont arrivés affamés à Borgo San Dalmazzo. Oui. C'est là que les Allemands les attendaient. Non, ils ne les attendaient pas du tout. Donc, ils sont arrivés. Alors, il y en a qui ont mis 8 jours pour passer le col. Il y en a qui ont mis même pas 24 heures. Il y en a qui ont couru. Mais on les a arrêtés à la Madone jusqu'à ce que l'Ouraghi reçoive l'ordre de les laisser passer, qu'il a reçu d'Italie. Il a fallu qu'il attende, et donc les gens, il m'a dit, on a passé nos lits, ils avaient des lits des militaires, ils ont allumé un grand feu, les gens ont dormi dans des couvertures autour, on leur a fait de la soupe, parce qu'ils n'étaient même pas au courant de l'armistice qui a été annoncé donc le 8, parce qu'aussitôt, les Allemands avaient brouillé toutes les ondes. Aucune information n'est arrivée, aucun ordre n'est arrivé aux Italiens. Et les Italiens ne sont pas partis ce jour-là. Moi, j'ai fait aussi l'erreur. J'ai fait cette erreur de dire qu'ils ont tous suivi les Italiens parce que c'est ce qu'on m'a dit dans le village, c'est ce que m'ont dit des témoins. Et ensuite, j'ai eu les mémoires extraordinaires écrites en 1946 de Federico Strobino, le fameux amoureux, disons, de héros d'Étoile errante. J'ai eu toutes ces mémoires, toutes ces lettres d'amour avec Rima Levin, et ils ont dû attendre à Saint-Martin-Vésubie l'ordre de décrocher. Ils sont partis par le col de Cerise et pas le col de Fenestre. Donc le col de Fenestre, contrairement à ce que j'ai écrit dans mon premier livre, en ayant encore plus de témoignages, je me corrige en ce moment, donc les Juifs sont partis de leur propre initiative vers le col de Fenestre. Et c'était ce qui était organisé, arrêté. Mais ceux qui étaient conduits aussi par des jeunes gens du village,
qui les ont aidés. Certains ont donné leur carte d'identité aussi, ont remis leur carte d'identité qu'on leur a rapportée après la guerre à des gens pour qu'ils soient en sécurité en Italie. Mais l'Ecclésion dans l'Étoile errante dit bien que ces réfugiés, une fois ils sont arrivés à Borgo Sant'Almazzo, c'est un roman. Ont été arrêtés par l'armée allemande et puis mis dans un train. Non, un train qui via Turin et Gênes les aurait transportés. Ça, c'est en novembre. Jusqu'en Le Clésio a écrit Drancy. Un roman. Ah oui. Super, j'ai adoré ce roman. Et ce n'est pas vrai. Non, c'est un roman. Oui. Disons que les gens sont passés et ont été très bien accueillis, d'abord en Trac, Valdieri, etc. Mais il y a eu plusieurs départs. Alors, il y a eu le premier départ vers la Madone de Fenestre. Combien de personnes, nous ne le saurons jamais, parce qu'il y a eu une noria de taxis qui a amené des gens de Nice et de la côte, qui ont vu que les Allemands allaient passer le pont du Var. Vous voyez, tout de suite, dès que les Allemands, il y a eu Alois Brunner, tout de suite, des gens est entrés dans Nice, je pense le 9. Oui. Dans la nuit, le 9. Déjà, des gens donc, sont montés dans la vallée de la Vésubie pour fuir par là, ou avaient de la famille. Oui. Donc, combien de personnes sont parties? Personne ne le sait. C'est seulement le lendemain que les 1200. Italiens... Oui, 1200 étaient dans Saint-Martin. Oui. Tout le monde n'est pas parti. Certains sont restés parce qu'ils ne parlaient pas italien. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté? On a laissé des vieillards à l'hôpital Saint-Antoine, où les religieuses les ont accueillis et enregistrés sous des faux noms. Les Italiens, quand le lendemain, ont abandonné, d'après ce que m'a dit un dernier témoin, Jenny Stopek, des Italiens ont rendu leur carte à des Juifs qui allaient partir. Donc il y a eu ça. D'autre part, le chef de la résistance, Paul Sola, m'a dit qu'il est entré dans la caserne dans l'hôtel Terminus avec des résistants et qu'ils ont tout enlevé, tout ce qui était compromettant, tout brûlé, les papiers juifs, etc. Et les armes, on récupéré les armes abandonnées par les soldats qui partaient, il y a eu la rumeur que les Allemands arrivaient, c'était une fausse rumeur, ils ne sont arrivés que le 17 septembre à Saint-Martin, et j'ai confirmation par une carte en yiddish. 17 septembre. C'est important. Mais je vous passerai mes livres et vous verrez cette carte d'une dame qui a été sauvée à Saint-Martin avec son petit frère et sa maman. Et sa maman, le jour de l'arrivée des Allemands, a écrit en yiddish à son beau-frère « Nous avons reçu de grands visiteurs ». Je ne lis pas le yiddish, mais elle m'a traduit. Et ça, il y avait le tampon de la poste, et c'est pourquoi j'ai appelé mon tome 2 « Les grands visiteurs ». Donc, ces départs vers la Madone, alors les premiers sont très organisés. Il y a des Saint-Martinois, le maire a envoyé des jeunes avec des ânes, des mulets pour aider à porter. Pour éviter les bâtiments de la Madone où étaient les Italiens, on n'avait pas le droit de rentrer comme ça. À Saint-Martin-Vésubie, le commandant a dit « Je vous laisse partir, rentrez en Italie, je ferme les yeux ». Mais ils partaient en Italie, c'était illégal. Donc, à la Madone, on les a retenus. Monsieur Louraghi m'a dit, j'ai mis une mitrailleuse pour les rassurer, orientée vers la vallée pour qu'ils comprennent que si les Allemands arrivent, j'allais les protéger. Louraghi, grand résistant, qui était antifasciste et qui, de l'autre côté, est devenu un grand résistant et qui m'a fourni beaucoup de documents. À ce moment-là, les Juifs passent la nuit. Mais pendant ce temps-là, tous les plus vieux sont toujours dans la vallée. On dort sous les arbres. On dort, on a mis quelques branches, on allume le feu, on dort à 100 dans une bergerie au Devincé. Vous voyez, ça a été un désordre total. Tout à coup, panique, on annonce que les Allemands arrivent. Les gens quittent cette grange en panique, en pleine nuit, et un monsieur, j'ai oublié son nom, a tellement eu peur qu'il a oublié le petit sac de tout ce qu'il possédait dans le foin, où une vache l'a peut-être mangé plus tard, ou quelqu'un l'a récupéré. Mais il y a eu une panique folle. À ce moment-là, on court et puis on apprend que c'était une fausse nouvelle. Donc les gens qui réussissent à passer le col, aidés par les jeunes.
ordre d'Avram Paperman, vous les jeunes, vous aidez les vieux, les malades, les femmes enceintes. Donc les jeunes faisaient 6-7 fois des allers-retours en poussant, en traînant. Mais confirmation de tous, en arrivant au col, ils savaient déjà que plusieurs personnes étaient mortes. Certains mortes faibles du cœur. Alors j'ai eu le témoignage de Ida Majeur Mati, sauvée à Saint-Martin, qui a retrouvé plus tard, sa maman a retrouvé un monsieur. La maman était déjà malade et elle est morte durant la marche. Ses 3 enfants, son mari l'ont enseveli comme ils ont pu. Des pierres, de la terre, et ils n'ont pas eu le courage de passer le col, ils sont retournés, les ont retrouvés plus tard à Limoges. Donc cette dame, je ne sais pas ensuite. Bon. Et j'ai eu le témoignage de Bûcheron, très important, témoignage filmé, qui plus tard ont travaillé pour les Allemands, pour la Tode, à couper les forêts, et rentré, et lui, celui qui m'a donné ce témoignage, disait, son père revenait, il disait, on en a encore trouvé un, parce qu'il trouvait des cadavres dans la forêt, parce que, autre témoignage, 8 jours après... Vous ne pouvez pas les enterrer. Mais, bon, c'est-à-dire, il aurait fallu les trouver. Il y en a qui sont morts tout seuls, il y en a qui sont redescendus à Saint-Martin. Il y a rien eu, il y a eu l'organisation de Paperman, donc ceux-là sont arrivés à Entrac d'abord, et certains très prudents ne sont pas rentrés dans le village. Ils ont eu peur. Et ils ont dit, nous sommes trop nombreux, c'est dangereux. Et là, ils ne savaient pas encore que les Allemands arriveraient. Et les Allemands étaient déjà le 12 à Gênes, à Cuneo, pardon. À Cuneo. Et là, mais il n'y avait aucune information. Les gens n'étaient pas informés, c'est-à-dire des casernes des Italiens ont pillé les casernes et les Italiens changeaient de vêtements. Les Allemands arrivent, se mettaient en civil, se sauvaient. Et là, j'ai des lettres, j'ai des témoignages. Donc, les gens sont arrivés, ont été très bien accueillis dans tous ces villages de gens qui... D'abord, ni à Saint-Martin, Piémont. Et donc, que ce soit extraordinaire, on me raconte un berger du côté Cerise-Terme de Valdière, et ceux qui sont passés ont été merveilleusement accueillis par un berger Samson. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le nombre de non-juifs que je retrouve parmi les purs catholiques de l'autre côté, comme à Saint-Martin, la famille Salomon, vieille famille chrétienne de Saint-Martin-Vésubie. La maman a donné sa carte d'identité, celle de sa petite fille, à une dame qui avait un nom juif. Vous voyez, Madame Salomon. Une dernière question, parce que évidemment, je veux terminer. Un de vos livres est intitulé La pierre des Juifs. La pierre des Juifs. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. La pierre des Juifs, ce nom m'a été révélé par Victoria Plint, un nom très connu. Là-haut, dans Saint-Martin, il y a eu le guide Plint, il y a des familles Plint. Alors, Charlot, le premier qui m'a parlé quand je passais des Juifs, donc il était le berger, quand passait-il des Juifs et dans quel sens? Eh bien, je ne comprenais rien au début, puisqu'il n'avait aucune date dans la tête, c'était le grand désordre. Il passait des Juifs d'Italie en France. Quand les Allemands sont arrivés le 18 septembre 1943, on précise dans ces villages, les gens ne savaient pas ce que voulait dire juif, et c'est pourquoi ils ont mis étrangers. On devait arrêter tous les étrangers. Les étrangers devaient se réunir sur la place, et on a libéré ceux qui étaient catholiques, qui pouvaient le prouver, ou qui avaient une fausse carte de baptême, peu importe, comme certains que j'ai connus, ils avaient fait faire des faux papiers de baptême. Donc le 18 arrive, c'est là où de village en village. Donc quand ils sont arrivés, le 10, 11, 12, 13, 14, 15, parce que déjà on traînait en dormant dans des granges, en crevant de faim, on traînait tout le long de ce trajet terrible, sont arrivés, on les a réunis sur la place, et ils étaient tellement épuisés, il y en a qui n'ont pas pu se cacher, ils disaient, le froid arrive, on a des bébés, comment se cacher, alors qu'ils étaient bien accueillis dans ces villages. Et c'est là où on les a enfermés dans les casernes de carabiniers de Borgo San Dalmas. Là, ils étaient gardés par des carabiniers italiens. Et on avait. La pierre, alors la pierre, voilà, c'était une fente, c'était ce qu'on appelle un abri sous roche, qui se trouve dans la montagne de la Palue,
au Caire de la Palue. J'ai mis 2 ans à la trouver. Caire, ça veut dire pierre, je pense, rocher. De la Palue, c'est la montagne, quand on arrive à Saint-Martin, la montagne à droite. Alors, pourquoi la pierre des Juifs? Charlot, contrebandier, les contrebandiers nourrissaient le village, faisaient des échanges avec les contrebandiers italiens, et nourrissaient le village, vraiment, où on n'avait rien. Et quand alerté par une dame d'une auberge, il y a eu une auberge à Valdière et une auberge à Antrac, où il faisait du trafic, et on alertait en disant, voilà, il faudrait ramener en France des Juifs qui parlaient un peu français ou qui parlaient français et qui se sentaient plus en sécurité en Vésubie finalement qu'en ayant les Allemands où ils étaient. Et ces gens-là ont été guidés pour revenir par des contrebandiers, dont Charlot d'Angeleto, Charlot, mon héros, et Bianchi, et Terence Rebaud, et bien d'autres que j'ai retrouvés, bien d'autres bergers, qui systématiquement ramenaient des gens. On ne pouvait pas les descendre vers le village de Saint-Martin directement, parce qu'il y avait 40 Allemands de la Wehrmacht, qui, je précise, ne faisaient pas la chasse aux Juifs. Rien à voir, ça je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser, au contraire. Il n'y a pas eu du tout ce côté-là chez ces militaires qui ne demandaient qu'une chose, rentrer chez eux et ne pas être envoyés sur le front russe. C'est tout ce qu'ils demandaient. Donc, on n'osait pas les ramener dans les villages. Donc, par les crêtes, Charlot et d'autres contrebandiers les emmenaient dans une balme. C'est un abri sous roche. Ce sont d'énormes rochers plats qui ont été aménagés depuis des millénaires par les bergers et les chasseurs comme abri. Et je l'ai trouvé au bout de 2 ans. C'était pas évident à trouver parce que l'ouverture est petite, mais à l'intérieur, Charlot a pu mettre... Situé bien à l'est de... C'était plein soleil, voilà, en plein soleil, mais les gens n'y restaient pas. Ils les abritaient là, le temps de descendre voir si dans le quartier du Pueil, un quartier de grange, on pouvait abriter... André, on a tapé. On pouvait abriter Combien de personnes? Des gens. Alors, j'ai une précision. On a abrité 18 avec des enfants, mais ils devaient être bien serrés. Alors, ils volaient les pommes de terre d'une grange à côté pour nourrir ces gens, mais ils les laissaient 2 jours seulement, pas plus. Des couvertures, ils leur apportaient à manger des pommes de terre bouillies, et il s'agissait de descendre voir si les Allemands n'étaient pas dans le quartier du Pueil. Et là, il y avait des granges plaintes, la grange des Matteux et les granges de Charlot Bianchi. Et là, on abritait les gens beaucoup plus longtemps, jusqu'à ce qu'on puisse les évacuer avec des fausses cartes d'identité. Alors, il y a eu un trafic de fausses cartes d'identité extraordinaire. On ne peut pas imaginer l'entraide qu'il y a eu. Alors, pourquoi la pierre des Juifs? Après la guerre, cette balme est devenue, pour tous ces gens qui ont caché, c'est Victoria Plante qui me l'a dit, on a caché tellement de gens provisoirement dans cette balme, cet abri sous roche, qu'on l'a appelée la pierre des Juifs. Et j'ai retrouvé à Paris Jenny Stopek, qui a été ramenée justement d'Antrac. Elle est arrivée au col avec son père, ses 3 sœurs et 2 jeunes filles, sa maman. Toute cette famille a été ramenée là par Charlot, qu'elle a identifié sur des photos que je lui ai apportées à Paris. Tout de suite, elle l'a reconnue et elle a identifié la grotte. Elle dit c'est la grotte et elle maintenant l'appelle la pierre des Justes. Très bien, merci beaucoup. Merci, on doit s'arrêter là, on a déjà mais bien sûr, vous avez beaucoup dépassé le temps. Mais c'est tellement intéressant, vous savez, moi, vous comprenez 43 minutes, exactement, 49 secondes. Vous savez, on pourra en parler 10 jours, et vous emmener sur place, parce que pour quelques dossiers que j'ai pu faire, et vous voyez, toutes ces personnes ont aidé. Voilà, elle n'est pas juste, cette dame. Or, elle était mariée, son mari l'a rejetée après, parce qu'elle a eu une tellement mauvaise réputation de femme légère. Vous savez pourquoi? C'est la sœur du gendarme Fougère.
Ah oui. Eh bien, Fougère lui demandait de descendre des jeunes gens et de faire semblant de flirter avec eux dans le car, des jeunes Il juifs. paraît qu'il y a les filles de Fougère, elles sont toujours Et- Saint-Martin, Non, voilà. Là va une fille Fougère Voilà, une fille. qui est donc elle est dans le Var et on communique, on se téléphone tout le temps parce que